Déjà, bienvenue à la webconférence pour focus sur l'audit réglementaire obligatoire pour les passoires énergétiques en premier temps. Donc, le but de cette webconférence, ça va être de vous présenter les spécificités d'un audit énergétique déjà et plus particulièrement l'audit réglementaire et la différence avec l'audit incitatif. Ça va se dérouler du coup en deux étapes. La première, ça va être la présentation. Et après, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite à me rentrer sur l'onglet questions. Je vois qu'il y en a qui ont déjà posé des questions, donc c'est très bien. On fera en second temps. Donc, du coup, cette partie questions-réponses, donc on aura 10 minutes de dédié. Donc, on va essayer de les traiter la majorité. Mais évidemment, on ne pourra pas tout traiter. Donc, au moment où vous enverra la présentation, les questions qui n'ont pas été traitées, elles seront traitées par écrit. Donc, vous aurez accès à toutes ces questions-réponses par la suite. Donc, je suis Baptiste Augereau, donc chargé de projet pour Elio et sur des projets de rénovation dans les lots isolés, maisons et appartements, et aussi des monopropriétés, donc ce qui va nous concerner. Et donc, du coup, je serai assisté de Christophe Casta sur la partie questions-réponses. Donc, il pourra vous répondre sur l'onglet questions. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, premier point, rappel sur l'audit énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a dedans? L'audit énergétique, déjà, c'est un bilan complet, donc énergétique et plutôt thermique, qui va voir un petit peu qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions sur les travaux à mettre en place au sein du logement. Vous avez un état initial et des scénarios de travaux qui donc, vont vous aiguiller sur l'objectif qui va être de, évidemment, maximiser les économies d'énergie, c'est pour ça qu'on va le faire, et le confort thermique des habitats est moins consommé, et aussi maximiser les aides dont chacun a le droit. Donc, du coup, les étapes, un peu comment ça se déroule. On a une visite du logement obligatoire, évidemment, et ils vont vous faire un rapport avec dedans une modélisation thermique du logement et les simulations dont je vous parlais de travaux. Et par la suite, vous avez une restitution du rapport qui vous est proposée pour pouvoir donc, du coup, présenter et expliquer l'audit aux particuliers, aux propriétaires, aux demandeurs. Donc, ce que je vous disais, donc, pour rentrer plus en détail du rapport, on a une analyse thermique de l'état initial du bien. Ça peut s'approcher avec les mêmes méthodes de calcul, ça s'approche un peu sur un DPE, avec donc les détails sur les fenêtres, sur les déperditions, où sont les déperditions, évidemment, et donc du coup l'enveloppe du bien, et le détail sur l'équipement. Par la suite, vous avez une partie qui est scénario de travaux. Et là, vous en avez, ça diffère entre les deux, mais vous avez des étapes pour l'audit réglementaire. Et vous avez des scénarios de travaux entre 2 et 3, avec une obligation de mettre un scénario BBC, donc bâtiment de basse consommation. Avec dedans, vous avez dans les scénarios, sont expliqués le coût des travaux, estimatif évidemment, et les aides mobilisables pour financer ces travaux-là. L'audit énergétique, il peut être en fonction des biens. Pour les immeubles, vous avez donc comme acteurs, ça va être des bureaux d'études qualifiés qui ont une qualification précise immeuble et des sociétés d'architecture et des architectes. Et pour les maisons, vous avez des bureaux d'études qualifiés également qui sont qualifiés pour les maisons et les entreprises certifiées RGE, offre globale, et certains diagnostiqueurs certifiés également. Alors, on va rentrer plus dans le concret. Donc, quel est l'intérêt du coup de réaliser cet outil énergétique? Ça va être donc du coup de répondre à deux problématiques. On a du coup, pour vous expliquer, deux audits différents. On a l'audit incitatif, donc c'est pour obtenir certaines aides et c'est pour faire des travaux. Et on a l'audit réglementaire. Donc ça, c'est pour qui dit réglementaire, donc c'est pour il y a une loi, et donc du coup, c'est pour se réglementer par rapport à la loi. Et donc du coup, le premier, donc c'est l'audit incitatif, c'est pour répondre aux problématiques d'interdiction à la location des passoires thermiques. Donc comme ça, on va pouvoir visualiser quels sont les travaux permettant d'atteindre telle ou telle classe énergétique et à quel prix, et pour atteindre quelle lettre. Et donc du coup, on va répondre à celui-ci avec l'audit incitatif. Le deuxième, c'est l'audit réglementaire.
Et dans ce audit réglementaire, il va répondre, donc c'est plutôt le focus aujourd'hui qu'on va avoir, il va répondre du coup à la problématique de la vente. Donc du coup, seulement ça, c'est pour les monopropriétés. Donc je vais vous expliquer les monopropriétés, plus précisément ce que c'est, mais ce qu'on entend par monopropriété. En tout cas, pour les monopropriétés, vous avez un calendrier d'obligation. C'est le 1er avril 2023, donc dans un mois, vous avez l'obligation pour les passoires thermiques. Donc, qui dit passoire thermique dit maison ou immeuble classé en F et en G. Après, on passe en 2025, là c'est pour les E, et après en 2034, ça sera pour les D. Et donc ça, c'est pour la vente. Alors, comme je vous le disais, donc, les monopropriétés, ce qu'on entend par monopropriété, c'est une maison individuelle, donc qui a un propriétaire, et un immeuble entier. C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire pour tout l'immeuble. Et donc, du coup, c'est au moment de la vente, à partir du 1er avril, si ce bien est classé F et G, ils sont dans l'obligation de présenter ce document. Évidemment, je le mentionne en bas, on parle des appartements. Les appartements ne sont pas dans cette obligation-là, parce que ce n'est pas une monopropriété, étant donné qu'ils font partie d'un immeuble collectif. Ils n'ont pas cette réglementation-là qui s'applique. Alors, l'audit incitatif versus l'audit réglementaire. Alors, les différences, elles sont assez nombreuses, mais comme je vous disais, il y a un tronc commun qui est donc du coup les étapes. Donc, on a une visite, on a donc du coup l'état initial qui est établi avec des scénarios de travaux. Donc là, jusque-là, on s'y retrouve avec une restitution à la fin. Cependant, comme je vous le disais, l'objectif pour l'audit incitatif, c'est de réaliser des travaux par la suite. Donc, c'est d'avoir une visibilité sur les travaux réalisables et les gains énergétiques qu'on peut faire après ces travaux-là. Donc, ça, c'est pour le premier point. Après, alors qu'en face, en audit réglementaire, l'objectif, c'est de vendre le bien. Donc, du coup, c'est le moment de la vente. On n'a pas besoin de le faire 3 ans avant. C'est le moment de vendre. Juste un peu avant, on va se conformer à cette obligation-là à partir du 1er avril. Pour pouvoir donc du coup le mettre en vente, il va falloir montrer ce document-là. Pour l'audit incitatif, c'est pour tout type de bien. Donc on peut faire un audit incitatif pour un appartement, pour une maison, pour un immeuble en copropriété ou également et aussi en monopropriété. Alors que pour les audits réglementaires, c'est l'obligation, elle est seulement pour les monopropriétés dont je vous parlais. L'audit incitatif, il est commandé par un maître d'ouvrage, c'est le propriétaire du bien qui souhaite faire les travaux, alors qu'en face, c'est exclusivement le vendeur. Donc, ce n'est pas l'acquéreur qui va devoir s'acquitter de ce prix, c'est exclusivement le vendeur, on se comprend bien. L'audit incitatif, il n'est pas obligatoire, à l'inverse de l'audit réglementaire, qui lui est obligatoire pour la vente. Alors, le petit point de différence par rapport aux aides, l'audit incitatif permet de débloquer la majorité des aides, que ce soit les C2E, donc ce qu'on dit C2E, c'est certificat d'économie d'énergie, et MPR, c'est MaPrimeRénov'. Donc ces deux aides, c'est les aides qui sont les plus importantes dans les projets de rénovation, que ce soit pour une maison, pour un appartement. Donc du coup, c'est ces deux aides-là. Et pour une maison, on a la rénovation globale, donc c'est un coup de pouce, un bonus, qui est mobilisable si on a fait un audit incitatif. Alors que pour l'audit réglementaire, on débloque à partir du 1er avril, seulement en faisant cet audit réglementaire, l'acquéreur pourra l'utiliser pour débloquer la prime rénovation globale, MaPrimeRénov' seulement. Donc, du coup, on ne pourra pas, en l'état, cet audit réglementaire ne permet pas d'accéder au certificat d'économie d'énergie. Alors, par rapport au rapport, on en a un qui est opposable et l'autre non opposable. Exactement. Et donc, l'opposable, c'est l'audit réglementaire qui, comme le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire aussi à la vente, enfin, qui est obligatoire. Et donc, du coup, ce document va être opposable. C'est-à-dire que s'il n'est pas bien fait, on pourra se retourner contre la personne. Et si il est bien fait, on pourra aussi le montrer à l'acquéreur ou l'acquéreur se retourner vers le vendeur. Alors,
Une autre différence, c'est le format. Donc, en audit incitatif, il n'y a pas de règles, à part le fait de présenter un scénario BBC, enfin au minimum de scénarios, mais en termes de format, il n'y a pas de problématique de cette sorte-là, alors que, comme pour les DPE, aujourd'hui, les nouveaux DPE, il y a une trame qui est imposée, et c'est la même chose donc, pour l'audit réglementaire. En termes de validité, tant qu'il n'y a pas de travaux, et c'est un document qui n'a pas de fin de validité pour l'audit incitatif, alors que pour l'audit réglementaire, si par exemple vous décidez de vendre, l'acheteur l'achète et 10 ans après il veut le revendre, dans ce cas-là, il sera obligé de refaire un audit réglementaire, parce qu'il y a une validité de seulement de 5 ans. En parlant des coûts, ce qui est difficile, c'est difficile à répondre, mais parce qu'on a des tailles différentes, mais ce qu'on observe, c'est que le coût est plus élevé pour l'audit incitatif, parce qu'un peu plus complet, et il est moins élevé pour l'audit réglementaire, parce que c'est assez, comment dire, c'est pas exploratoire, c'est vraiment se conformer, et donc du coup on a des scénarios intéressants, mais donc du coup qui sont un peu moins poussés, donc du coup on a un coût moins important, c'est moins au bureau d'études, de moins travailler dessus. Alors, on a déjà donc terminé le premier volet de cette présentation. Donc maintenant, on va passer aux sessions questions-réponses. Donc, ça a été plus rapide que prévu, mais donc du coup, si vous avez des questions, on pourra se prendre ce temps. On a plus de temps que prévu. Alors, j'ai une question de M. Richard sur un immeuble de copropriété. Alors là, c'est un autre sujet, mais on parle des études obligatoires. Là, c'est vraiment, je ne sais pas si ça concerne tout le monde aujourd'hui, mais on est obligé de se conformer à des DPE collectifs et à des DTG. Donc, du coup, c'est vraiment notre sujet. Ça, on pourra vous diriger vers une autre présentation. Donc, du coup, je vous invite on va vous présenter cela, mais je pense que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Alors, il y a des questions qui sont similaires par rapport au DTG, au PPPT. Donc, ça, c'est vraiment, on est sur deux choses différentes. Donc, du coup, qui ne concernent pas les audits réglementaires, qui sont vraiment pour les monopropriétés. Alors, si les compromis ont été signés avant le 1er avril, en effet, il n'y a pas besoin de présenter. Donc, du coup, d'audit réglementaire, il faut vraiment se dire que la date est au 1er avril. Donc, du coup, tous les projets qui sont mis en vente à partir du 1er avril sont soumis à cette obligation-là. Donc, Christophe, je te laisse si tu as des questions. Alors bonjour à tous, parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté au tout début, mais merci de l'avoir fait pour moi, Baptiste. Alors j'ai pris en note quelques questions quand même. Notamment sur la toute première question qui était la validité d'un audit énergétique. Alors un audit énergétique, c'est valable 5 ans. Cependant, en fonction de l'utilité que vous en avez, notamment pour un audit incitatif, et dans un audit réglementaire aussi, lorsqu'on veut obtenir des aides, je pense notamment à MaPrimeRénov', pour les aides de MaPrimeRénov', il faut que la demande d'aide ait été effectuée dans les 1 an suivant la date de facturation de l'audit. Donc ça, c'est pour MaPrimeRénov'. Sinon, dans un point de vue global, l'audit, il est valable 5 ans. Alors là, quand Christophe parle de l'audit réglementaire, alors réglementaire et incitatif pour la validité, c'est la même chose, mais pour l'obtention des primes, voilà, c'est bien la facture. Une des questions aussi qui a été posée au tout début, c'est pour les slides. Alors effectivement, les slides et les différents supports vous seront fournis dans la semaine à la suite de tout ça. Il y a une question sur la définition d'une passoire énergétique. Aujourd'hui, ce qui est dans les textes, on est sur la passoire énergétique. Il s'agit des classes F et G aujourd'hui. Après, il y a un calendrier.
donc les passoires énergétiques, ce qu'ils disent les passoires énergétiques, c'est montrer que ce bien est énergivore et consomme trop. Et donc, du coup, ils ont décidé de mettre un mot dessus et donc de l'appeler passoire énergétique. Et donc, du coup, les FEG sont considérés comme des passoires énergétiques. Et petit à petit, il va y avoir des étapes. Donc, je vous ai montré un calendrier pour l'allocation. Mais donc, petit à petit, les E seront également considérés comme passoires énergétiques en 2034. Donc, du coup, comme logement indécent à ce moment-là. Donc, il y a des étapes d'indécence. Mais aujourd'hui, ce qu'on considère passoire énergétique, c'est seulement les FEG. J'ai une autre question aussi. Donc, alors, en cas de mise en vente, est-ce qu'on a obligation de fournir un audit réglementaire, même si on a déjà réalisé un audit incitatif? Donc, je ne sais pas si tu veux répondre. Vas-y. Alors, en fait, voilà, effectivement, un audit incitatif n'est pas réglementaire et vice-versa. Ils n'ont pas le même contenu. Cependant, il est possible de rendre un audit incitatif réglementaire en y ajoutant certains volets et certaines caractéristiques. Aujourd'hui, les bureaux d'études sont qualifiés RGE études et peuvent modifier un audit incitatif pour le transformer en réglementaire, puisqu'il y en a un qui inclut l'autre. Mais par contre, passer d'un audit réglementaire à incitatif pour les C2E, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais dans le cas d'une vente, oui, il ne faudra pas forcément réaliser un nouvel audit réglementaire, mais simplement demander une adaptation de votre audit incitatif pour qu'il inclue la partie réglementaire dedans. Je vois beaucoup de questions sur les copropriétés. Ça, on va vous mettre un lien au moment où vous enverrez la présentation sur des pointeurs qu'on a déjà réalisés. Mais c'est vraiment totalement différent. C'est vraiment pas ce qu'on traite aujourd'hui. Mais on pourra vous répondre plus précisément dessus, évidemment, par écrit. Alors, pour expliquer l'énergie finale et l'énergie primaire, on a la lettre, elle est basée sur l'énergie primaire. Donc, du coup, la passoire thermique, la passoire énergétique, elle est basée sur l'énergie primaire. Donc, du coup, comme la lettre vient de l'énergie primaire, du coup, c'est vraiment sur cette énergie-là qu'on se base pour pouvoir calculer la lettre FEG. Et les autres lettres, évidemment. Tu vois d'autres questions Alors, pour rebondir aussi sur l'énergie primaire, voilà, c'est bien votre DPE, il est bien calculé sur votre énergie primaire parce que la consommation de votre logement, c'est bien ce qui lui a été fourni en énergie, donc c'est l'énergie primaire qui sera à prendre en compte dans votre étiquette énergétique du logement et donc dans la notion de passoire. Par rapport à l'obligation des travaux après une vente, alors, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment, ils ont mis ça comme obligatoire afin que l'acquéreur puisse visualiser les travaux qui sont réalisables pour améliorer énergétiquement ce bien. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, dans l'optique de toujours améliorer le parc au niveau français. Et du coup, ils ont voulu pas rendre obligatoire les travaux, mais vraiment permettre à l'acquéreur d'avoir cette visibilité-là au moment de l'achat pour s'assurer que ce bien permettra, oui ou non, de sortir de la classe énergétique actuelle ou de s'améliorer. Alors, je vois une question aussi, encore une fois, sur l'énergie primaire au final, mais qui est importante pour l'interdiction de location ou de vente. Alors, c'est votre étiquette énergétique, elle est bien calculée sur l'énergie primaire. L'énergie finale, c'est la consommation du coup finale de votre bien qui va permettre de calculer vos montants d'aide. Simplement, l'étiquette énergétique de votre logement est en énergie primaire. Du coup, alors c'est très rare, mais si vous étiez je sais pas, en E en énergie primaire et en F en énergie finale, ça peut arriver dans certains cas de production d'énergie. C'est très très rare. Eh bien, vous aurez l'autorisation de louer, puisque vous serez en catégorie E selon la formule 3CL de 2021. Alors là c'est pas pour rebondir dessus. Les interdictions au 1er janvier 2023, là c'est vraiment pas de la location, sont exprimées en effet en énergie finale. Du coup, on pourra vous mettre aussi, on a un lien avec l'explication de comment calculer l'énergie finale. Et donc, du coup, on peut être G aujourd'hui et avoir une énergie finale qui nous est supérieure à 450 kWh. Et là, on serait dans l'interdiction à la location au 1er janvier 2023.
Cependant, si on est, et c'est généralement les biens en combustible gaz qui sont concernés, et si on est en électrique, du coup, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a un coefficient correctif de 2,3, donc on arrive à passer, même si on est à 500 en énergie primaire, on arrive à passer en dessous des 450 kWh en énergie finale. Dans ce cas-là, on n'est pas soumis à l'interdiction au 1er janvier 2023. J'ai une autre question, je pense que ce sera plutôt toi qui pourrais répondre à Baptiste, mais pour un bien en monopropriété dont le compromis de vente a été signé avant le 1er avril et pour lequel l'acte authentique est prévu après le 1er avril, doit-on faire réaliser un audit ou pas? Alors, ça, c'est un point sur lequel je ne pourrais pas, enfin, je veux pas vous. Pour moi, pour le compromis de vente, à ma connaissance, permettait de bloquer, en effet, de bloquer cette. Enfin, s'il est fait avant cette obligation-là, il permettait de ne pas rendre obligatoire le fait de réaliser un audit réglementaire. Donc, du coup, ça, je vais vous confirmer ça par écrit. Je ne vais pas avoir une réponse définitive, mais je peux vous confirmer ça. Ah, là, j'ai une question qui a été reposée du coup de Monsieur Joubert. Comment savoir si mon appartement est une passoire énergétique pour savoir si l'audit est obligatoire? Alors, il y a comment dire, deux choses différentes, mais effectivement, en fait, c'est un audit énergétique ou un diagnostic de performance énergétique qui pourra vous permettre de savoir si vous êtes en passoire énergétique ou non. Et du coup, si pour la vente, vous aurez besoin d'un audit. Alors, la seule chose qui va différencier, c'est entre guillemets, le contenu et leur objectif. Mais si votre unique objectif, c'est de savoir si vous êtes en passoire ou pas, vous pouvez très bien effectuer un DPE qui, du coup, sera moins onéreux qu'un audit, mais qui ne vous permettrait pas d'accéder aux aides. Voilà. Alors, quand il y a des DPE qui sont sans classe thermique, donc parce que je pense qu'ils sont vierges, si je comprends bien votre question, monsieur Charles. Donc, du coup, ça, c'est des audits vierges. Aujourd'hui, il y a encore les anciens DPE qui, avant la nouvelle norme des DPE qui a été à juillet 2021, il y a encore une cohabitation entre ces deux DPE. Là, ceux qui ont été faits avant le 1er janvier 2018 ne sont plus valables. Et il y a toujours une cohabitation entre ceux qui ont été faits avant, au 1er janvier 2018 et avant le 1er juillet 2021. Pour cela, ils ont une validité jusqu'à 1er janvier 2025. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus le droit d'avoir de DPE vierge. Parce qu'auparavant, en effet, il y avait une problématique de factures. Et du coup, si personne n'occupait le bien, on ne pouvait pas se baser sur les factures. Et du coup, on estimait que sans facture, on ne pouvait pas le calculer, donc il était vierge. Aujourd'hui, on ne peut plus en faire, évidemment, parce qu'on est avec la nouvelle norme 2021, juillet 2021, et du coup, ça n'existe plus. Il n'y a plus de nouveaux DPE vierge. Mais je vous invite à refaire un DPE pour connaître votre lettre avant d'être soumis, si vous l'avez en location, avant d'être soumis aux interdictions de location, parce que vous allez devoir le faire au 1er janvier 2025 avant. Du coup, il vaut mieux vous le faire avant pour avoir le temps de faire les travaux si besoin. Et puis, vous êtes soumis aux interdictions à la location dès le 1er janvier, et si vous êtes classé G notamment. Alors, j'ai une question de Monsieur Hure qui dit que son appartement est G+. Alors, il n'y a aucune contrainte sur la vente des biens. On n'est pas interdit. C'est juste qu'on est obligé de faire un audit réglementaire pour informer si oui ou non on peut améliorer l'énergie, enfin la classe énergétique du bien. Là, vous parlez du fait que vous êtes en appartement. Le fait que vous soyez en appartement, même si vous êtes en G+, il n'y a pas d'audit réglementaire obligatoire. Donc, du coup, vous n'êtes pas soumis à cette réglementation-là. Donc, aujourd'hui, si vous faites vous n'avez pas obligé de faire un audit énergétique seulement si vous souhaitez l'améliorer. On vous le conseille. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, mais on vous le conseille pour pouvoir savoir comment l'améliorer. Après, si vous souhaitez juste le vendre, vous pouvez le vendre en état, à part présenter un DPE, mais voilà, sans faire d'audit réglementaire.
Alors, il y a une dernière question. Il y en a deux autres même. À quel moment cet audit sera nécessaire lors d'une vente? Dès la mise en vente, à la signature de l'acte authentique ou entre le compromis et la signature de l'acte chez le notaire? Alors pour moi, il faudrait que vous ressorte le texte, la ligne du texte exact, mais c'est dès la mise en vente. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre en vente votre bien à partir du moment où il est en passoire énergétique, par exemple. Et du coup, pour pouvoir mettre votre bien en vente, il faudra comment dire, réaliser un audit réglementaire. Alors, du coup, on va conclure. Alors, vous avez un prochain webinaire qui donc, va évoquer les bornes de recharge en copropriété. Ceux qui sont concernés pourront s'inscrire sur le lien qu'on va pouvoir vous partager quand on vous enverra la présentation. Donc, du coup, je vous invite à le suivre si vous êtes concerné. Et évidemment, on vous mettra les liens des autres présentations qui ont déjà eu lieu, notamment sur les copropriétés. Et voilà, on parlait de plan pluriannuel de travaux, le PPPT, et de TTG. Donc, pour comprendre ceux qui sont en copropriété, je voyais qu'il y avait beaucoup de réponses, enfin de questions à ce sujet. Donc voilà, on va pouvoir vous mettre toutes les informations dans le mail qu'on va vous faire. Et on vous enverra évidemment les slides qu'on vous a présentés. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Merci Christophe de nous avoir accompagnés. Et je vous souhaite donc, du coup, une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.